Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a reçu l'auteur du livre Le Tchad sur la voie de la Renaissance. Abdoulaye Ngardigina est allé remettre un exemplaire de son ouvrage au chef du gouvernement. Le nouveau gouverneur de Bahr el-Ghazal a été installé ce matin par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Bachar al-Suleiman. Les leaders religieux chrétiens ont présenté ce matin leurs vœux de la fête de l'Aïd al-Fitr au président du Conseil supérieur des affaires islamiques. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé en français. Je le disais, l'auteur du livre Le Tchad sur la voie de la Renaissance a été reçu hier après-midi par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Abdoulaye Ngardigina Ousmane est allé remettre au chef du gouvernement un exemplaire de son ouvrage. Reportage à Sirana Batingar. Abdoulaye Ngardigina Ousmane, l'auteur du livre intitulé Le Tchad sur la voie de la Renaissance, paru aux éditions L'Harmattan, est à la primature. Il est venu présenter officiellement au Premier ministre Emmanuel Nadingar son livre. Je vous félicite pour le courage et l'initiative, l'engagement, n'est-ce pas, que vous prenez de vous assumer devant l'histoire, en marquant votre pas également par cet écrit-là. Toutes mes félicitations au nom du gouvernement. La présentation de ce livre au Premier ministre Emmanuel Nadingar s'est déroulée en présence de quelques personnalités, parmi lesquelles le ministre de l'Information et de la Communication, Astancila Bakari, qui l'a préfacé. Le Tchad, sur la voie de la Renaissance, parle de la Renaissance du Tchad proclamée le 1er décembre 2010 par son inspirateur, le président Idriss Déby Itno. Abdoulaye Ngardigina Ousmane voudrait, à travers cet essai, donner plus de lisibilité à cette nouvelle donne. Et c'est une fierté légitime pour Emmanuel Nadingar, qui depuis lors met en exécution la politique de la Renaissance tchadienne, parfois contre vents et marées, mais sous la haute surveillance de son inspirateur. La Renaissance tchadienne est en marche. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar, qui s'en félicite, trouve que l'ouvrage de Abdoulaye Ngardigina Ousmane mérite bien son titre et mérite une diffusion au-delà des frontières nationales. À la sortie de l'audience, Asirana Batingar a interrogé l'auteur sur les mobiles et la portée de son ouvrage. Suivez plutôt Abdoulaye Ngardigina Ousmane. Il était quand même extrêmement important que le programme de la Renaissance, qui a une rupture avec le passé, ce programme de la Renaissance qui vise à bâtir un pays nouveau, il était important que ce programme-là soit consigné dans un texte, ce qui permettra aux Tchadiens de comprendre l'idéal profond qui anime le chef de l'État qui a lancé le programme de la Renaissance. Si les Tchadiens ne s'approprient pas l'idéal de la Renaissance, ils ne pourront pas apporter leur pierre à l'édifice. Donc à travers l'ouvrage, nous avons tenté d'expliquer au mieux le concept de la Renaissance selon la vision de son inspirateur, qui est le chef de l'État de Déby Itno. Et la seconde raison, c'est que nous estimons que la Renaissance du Tchad ne peut pas être un exercice solitaire. Le chef de l'État a eu l'ingéniosité, la sagacité de lancer le concept, mais le succès de ce programme ambitieux qui vise le renouveau interpelle tous les citoyens, tous les Tchadiens. Tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice. La dernière raison, c'est pour garantir l'historicité de ce programme de la Renaissance. Nous pensons que l'action que le chef de l'État a lancée, qui est la rupture avec le passé qui n'est pas glorieux, qui est un bond dans le futur, il faudrait qu'il y ait des traces écrites pour les générations futures. Il faudrait que les générations futures comprennent qu'à un moment, un homme d'État a eu la clairvoyance de lancer un programme qui a eu un changement sur le cours du destin de son peuple et de sa population. Donc c'est pour des raisons d'historicité que nous avons conscience d'écrire l'idéal qui anime le chef de l'État. Et puis sachez que le Premier ministre Emmanuel Nadingar a rencontré cet après-midi le collectif des artistes pour la paix durable au Tchad. La cérémonie s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine en présence de quelques membres du gouvernement. Nous reviendrons sur cet élément au cours de ce journal. Bientôt, le ministère du Tourisme disposera d'un instrument des informations dans le domaine du tourisme au Tchad. Le document est au centre de l'atelier de validation du système de gestion de la base des données relationnelles et du système d'information touristique qui se tient depuis ce matin à Dougia. Doba Robert. Le Tchad regorge d'énormes sites touristiques. Ce sont des sites naturels, historiques et culturels.
Plus de 306 sont ainsi inventoriés par l'Office tchadien de tourisme OTT. Pour la mise en valeur de ce site, l'OTT entend se doter d'un document de base. Ces documents portent sur le système de gestion de la base des données relationnelles et du système d'information touristique au Tchad. La validation de cette base et son appropriation par les acteurs locaux et les professionnels du tourisme contribueront sans aucun doute à la réalisation de la politique triennale de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, consacré au développement du monde rural, dont le tourisme est l'un des instruments majeurs. Pour le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, la validation de cette base de données aboutira à la mise en place d'un système d'information touristique du Tchad. Le nouveau gouverneur de Bahr El Ghazal a pris officiellement fonction ce matin. Bayama Kosingar a été installé par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Bachar Al-Suleiman. Le point avec Atef Ahmad Ben Rahma. La population de la région de Bahr El Ghazal assiste à un événement politique qui s'inscrit dans l'histoire de son administration territoriale. Il s'agit de la cérémonie d'installation du nouveau gouverneur de la région. C'est un accueil empreint de chaleur qui a été réalisé par l'administration du territoire et de la décentralisation Bachar Al-Suleiman qui a effectué les déplacements pour la circonstance. Après de bons et loyaux services à la tête de la région, Naoungar Belemgoto Bekoutou remet les flambeaux au général Bayana Kosingar. Le ministre de l'administration du territoire a ensuite installé officiellement le nouveau gouverneur. Après avoir situé les difficultés que la région rencontre, à savoir l'insuffisance des moyens roulants, des bâtiments administratifs, l'enclavement, les conflits intercommunautaires, le gouverneur sortant a remercié tous ceux qui l'ont aidé à accomplir sa mission. Le ministre de l'administration du territoire a donné des orientations au nouveau gouverneur. Il a aussi salué la mobilisation constante de la population aux côtés des plus hautes autorités. Vous avez toujours été au premier rang de tous les combats menés par son Excellence Idriss Déby Itno, tant du point de vue politique, économique et social. Je vous en remercie et vous en félicite. Il vous faudra constituer avec vos collaborateurs, préfets, sous-préfets, chefs de canton, chefs religieux, autorités judiciaires, politiques et militaires, une équipe cohérente, soudée, homogène parlant le même langage et regardant dans la même direction. Le ministre Bachar Al-Suleiman n'a pas manqué d'exhorter le gouverneur à restaurer pleinement l'autorité de l'État, à instaurer le dialogue dans la gestion des conflits, à combattre l'insécurité et à veiller sur la gestion des recettes de l'État. Le gouverneur de Bahr El Ghazal mesure la délicatesse de la mission. Je suis profondément touché par cette marque de confiance que le président de la République, chef de l'État et son gouvernement ne cessent de placer en moi et vous rassure que je mettrai tout en œuvre pour mériter cette confiance. La cérémonie d'installation du nouveau gouverneur de la région de Bahr El Ghazal s'est achevée par un défilé auquel ont pris part les unités militaires de la place. Je le disais, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a rencontré cet après-midi le collectif des artistes pour la paix durable au Tchad. La cérémonie s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine en présence de quelques membres du gouvernement. Cette rencontre est organisée en prélude au Fest Africa Monde prévu pour décembre 2013. Dans son adresse, le chef du gouvernement a souligné que la mobilisation des artistes lors du concert organisé en faveur de la paix dans notre pays était historique et mémorable et mérite d'être salué. Emmanuel Nadingar, dans des propos recueillis par Ghislain Tchanikoulou. Vous savez, le président de la République n'était pas là. Et pourtant, il était là parce que vous voyez.
il a vu que c'était grandiose, c'était magnifique. Il dit c'est magnifique. Alors, monsieur le Premier ministre, où êtes-vous? Vous n'êtes pas là-bas à leur côté, là? Il faut les rencontrer, les applaudir et leur passer le message. Passer leur message de tous mes encouragements. Ça, c'est de votre président, le président de la République, Idriss Déby Itno. Je suis content. Je suis très heureux. Je suis comblé d'être parmi vous cet après-midi pour communier et partager cet instant de fraternité et d'unité que vous avez su si bien marquer lors de votre grande mobilisation pour la paix durable à travers une marche et un grand spectacle à la place de la nation. Votre mobilisation de ce jour-là était historique, mémorable, significative et pleine d'espoir pour l'édification d'une nation tchadienne unie, prospère, forte, respectée de par le monde. Je me dois de venir aujourd'hui vous remercier de cette initiative qui vous met en phase parfaite avec la place prééminente que la femme et la jeunesse occupent dans le programme politique du chef de l'État en ces 8 points, programme du nouveau mandat présidentiel que le gouvernement met en œuvre depuis 1 an, jour pour jour. Votre initiative est le meilleur gage de réussite de la politique de renaissance nationale prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. En effet, vos inspirations créatrices, vos productions artistiques, en tout genre, participent de notre renaissance morale, spirituelle et culturelle. Vos prestations éclairent, indiquent la voie juste, éduquent et apaisent des angoisses et de la peur du lendemain. Sans culture vivante et vivifiante, un peuple manque d'âme et perd son identité. Hier, les artistes constituaient la mémoire de nos communautés et les dépositaires de nos valeurs humanistes. Aujourd'hui, vous êtes l'expression de notre dynamisme socio-culturel et de notre identité nationale. À suivre le reportage complet dans notre édition de 23h30. Nous allons repartir encore dans nos régions, plus précisément dans le Borkou, où quelques retournés de la Libye sont arrivés à Faya-Largeau. Ce sont donc des Tchadiens qui ont séjourné pendant plusieurs années dans ce pays. Ils ont été accueillis par le gouverneur de la région, Abakar Abdoulaye. Le point avec Innocent Kilayou. Estimé à 1700 personnes, la première vague de retournés de la Libye vient d'arriver à Faya-Largeau. C'est le gouverneur du Borkou, Abdoulaye Abakar, qui a accueilli la trentaine de retournés de la Libye. Ceux que nous venons de recevoir actuellement, c'est des gens qui ont séjourné pendant très longtemps, 2010, 2011 en Libye, et qui n'ont pas pu quitter le territoire libyen durant les événements qui ont eu lieu en Libye. Parmi la trentaine des retournés de la Libye se trouvent des personnes malades. Elles ont été immédiatement conduites à l'hôpital de la ville. La prise en charge de ces personnes est assurée par le gouverneur de Borkou. Pour les restes, un programme a été établi par les autorités régionales.
Retour à N'Djamena où une journée d'information et de sensibilisation sur l'entrepreneuriat s'est tenue ce matin au centre Al-Mouna, organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports à travers le Fonds national d'appui à la jeunesse. Cette journée permettra aux jeunes d'avoir accès au financement de leurs projets. Mara Joséphine. Ce sont uniquement les jeunes dont l'âge est compris entre 18 et 35 ans qui sont concernés par cette journée d'information et de sensibilisation. En organisant cette journée, le Fonds national d'appui à la jeunesse entend orienter ces jeunes sur les conditions d'accès au financement des projets qu'ils auront à initier. Le directeur général du Fonds national d'appui à la jeunesse, Bakit Maguine, reconnaît les diverses réalisations du gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie des jeunes. Toutefois, il relève que des efforts supplémentaires doivent être fournis afin de permettre à cette catégorie d'âge de s'épanouir davantage. Pour lui, l'organisation de cette journée va permettre aux jeunes d'échanger et de renforcer leurs capacités dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, quant à lui, invite les jeunes à être attentifs aux différentes interventions. Ces rendez-vous du donner et du recevoir qui s'articulent autour de la vision du Fonds national d'appui à la jeunesse, de l'entrepreneuriat en milieu jeune, répond aux préoccupations majeures de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui veut pour l'avenir de son pays une jeunesse dynamique, créative et entreprenante. Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, Aïkal Zakaria Ben Djibril, le FONAGE ne distribue pas gratuitement de l'argent, mais prend en compte les préoccupations réelles de jeunes filles et garçons, et ceci sans intérêt. Le ministère de la Culture forme ses délégués régionaux. Un atelier est organisé depuis ce matin à leur intention. C'est le chef du département de la culture, Khayar Oumar Defalla, qui a donné le coup d'envoi. Adoumbe Hortense. Le gouvernement dispose d'une politique culturelle solide qui tire son essence de la diversité culturelle du Tchad pour permettre aux délégués régionaux de la culture de mieux s'imprégner cette politique culturelle. Plusieurs modules ont fait l'objet des échanges. Ce sont par exemple la conception et le management des projets culturels, la communication et la bonne gouvernance. À travers cette formation, que vous avez un réseau, vous avez des structures. Il suffit que vous ayez l'initiative et qu'ils sont prêts d'aider. À l'issue de 3 jours des travaux, les délégués régionaux vont s'approprier la politique culturelle du gouvernement en vue de sa mise en œuvre au niveau régional. Dans le reste de l'actualité, l'ONG Al-Rachad vole au secours des populations démunies. Un don composé de kits humanitaires a été distribué dans certains quartiers de la capitale. C'était en présence de la ministre de l'Action sociale. Chose vue avec Nouba Talomadi. L'organisation Al-Rachad Tchad a distribué un kit humanitaire de 30 tonnes composé du sucre, du lait, du riz, du mil et des vêtements aux personnes vulnérables de la capitale. Les bénéficiaires sont les malades du centre de santé de Diguel-Est, l'Union des veuves et des orphelins du Bata, le lycée Al-Rachad et l'association des femmes arabophones. Ces dons, selon Yaya Abdoulaye Ahmad, président de l'organisation Al-Rachad pour le développement, s'inscrit dans le cadre des activités de bienfaisance de son programme et aussi en soutien à la politique du gouvernement en faveur des couches démunies. Pour la ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Solidarité nationale, ces gestes de solidarité humaine à l'endroit des couches défavorisées méritent d'être salués. Cette occasion nous a été offerte par les liens que l'association Al-Rachad a avec les autres organisations d'autres pays amis. Et là, je citerai le cas de la Libye, qui récemment, ils ont envoyé des dons. Les dons que nous recevons par rapport aux personnes vulnérables, immédiatement, ça doit être mis à la disposition des bénéficiaires. La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Solidarité nationale a saisi cette opportunité pour féliciter les différents partenaires pour leur appui multiforme au programme politique du gouvernement. Le 19 août de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de l'aide humanitaire. La communauté humanitaire du Tchad a organisé à cette occasion une journée d'information ce matin au CEFOD. Plusieurs activités mettant en exergue les actions des organisations humanitaires du système des Nations Unies ont été à l'ordre du jour. Reportage Adoum Abdelkader.
Le Tchad compte près de 3000 réfugiés soudanais répartis dans une dizaine de camps à l'est. Leur sécurité est assurée par le détachement intégré de sécurité. Au sud du pays, des réfugiés en provenance de la RCA sont également présents. À ce nombre important s'ajoutent des personnes déplacées et les retournés de la Libye. Avec le soutien des organisations humanitaires nationales et internationales, ainsi qu'à l'action agissante du gouvernement tchadien, les réfugiés vivent un temps soit peu dans des conditions paisibles. Malheureusement, les activités de ces organisations humanitaires sont moins connues du public de l'organisation de cette journée d'information. Chacun est invité à s'engager à faire quelque chose de bon quelque part pour quelqu'un d'autre et en faire la promesse sur un média social. Pour notre part, et au nom de la communauté humanitaire du Tchad, nous saluons le gouvernement tchadien pour son engagement face aux différentes crises ou aux situations humanitaires que connaît le pays. Pour marquer ce 4e anniversaire, les différentes organisations du système des Nations Unies au Tchad ont opté pour la projection des films et expositions photographiques pour mettre en exergue leurs différentes réalisations en faveur de ces personnes vulnérables. L'appui de ces ONG sont dans divers domaines, notamment dans le domaine de la santé, de l'assainissement, de la nutrition, du transport et de l'éducation. Le panel constitué des responsables des agences humanitaires et le secrétaire général du ministère du Plan ont apporté à l'assistance un éclairage sur les actions menées sur le terrain. Un hommage est rendu à ces hommes et ces femmes qui œuvrent en faveur des personnes désœuvrées. Les acteurs humanitaires vont là où il y a la souffrance, là où il y a l'endurance, là où il y a des catastrophes, là où il y a la guerre et ses conséquences, bref, là où il y a des crises. Nous leur devons protection. Le secrétaire général du ministère du Plan demande par ailleurs une synergie dans les interventions afin de mieux assister ces personnes vulnérables. Cette nouvelle brève, FuseNet et l'équipe technique du SILS en partenariat avec le ministère de l'Agriculture organise un atelier de formation sur le cadre harmonisé et approche des moyens de subsistance du département de l'agriculture. Cette formation vise à outiller les agents du dit ministère des techniques d'analyse FuseNet. Cette formation permettra aussi de jeter les bases pour l'élaboration du scénario de la sécurité alimentaire et permettra aux participants de mieux appréhender les différentes étapes du processus et de son élaboration dans le but d'améliorer l'alerte précoce et les techniques d'analyse des rapports de la sécurité alimentaire. C'était ce matin au Novotel, la Tchadienne. Nous le disions dans notre précédente édition que le projet de la ceinture verte de Gaoui rencontre des difficultés pour prendre corps. Les plans mis en terre souffrent de manque d'entretien. Certains partenaires qui ont manifesté leur volonté de participer à sa réalisation n'honorent pas leur engagement, n'est-ce pas, Kadnouba Théophile? Le programme de la ceinture verte, qui doit couvrir 40 km de long sur 20 km de large, plus précisément à l'est, au nord-ouest et au nord de la ville de N'Djamena, a été mis en exécution en août 2008. Après 4 ans, l'on constate sur ces différents sites que certains plans sont mal entretenus. Nous avons des partenaires, les groupements, les associations, les institutions publiques qui viennent planter. Il y en a qui reviennent entretenir. Mais beaucoup, la plupart ne reviennent plus. Ils sont prêts à venir demander la parcelle pour mettre en valeur, pour planter, mais après, ils ne reviennent pas. Et c'est nous qui entreprenons avec nos employés, les arrosages, les désherbages, tout ça, c'est nous qui le faisons à leur place. Le coordonnateur du programme national de développement des ceintures vertes de préciser que le calendrier de ce programme s'achève en 2013. La superficie de l'ensemble de la ceinture verte couvre 800 hectares. Et nous sommes arrivés à planter 457 hectares, non comprise la plantation de cette année. Nous avons prévu planter jusqu'à 200 hectares. Donc nous aurons 600 et quelques hectares cette année. Il va rester 100 et quelques. Vu l'importance de ce programme de renforcement du couvert végétal tout autour de la capitale par rapport au changement climatique, il est important que ceux qui ont manifesté leur volonté de participer à sa réalisation honorent leurs engagements.
Dans le cadre des séries des dossiers initiés par la rédaction, Télé Tchad a consacré celle d'aujourd'hui à la vente, conservation et au circuit de distribution du poisson. Un dossier signé Adef Ahmad Ben Rahma. La filière poisson contribue grandement au tissu socio-économique du pays et le Tchad en regorge en quantité importante. Le poisson est un aliment qui a un apport nutritif non négligeable et consommé par bon nombre de ménages. Cependant, les prix de ces produits ne sont pas à la portée de toutes les bourses et cela en fonction des périodes. C'est le cas actuellement. Comme il est vendu de manière traditionnelle, il n'y a pas de prix fixe. On n'arrive même pas à en procurer, c'est difficile avec nous. Et vu la situation financière, là, c'est difficile. Des fois, c'est abordable, des fois, c'est cher. Non, c'est cher aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là, c'est cher. Dans le but d'organiser cette activité commerciale et rendre les poissons accessibles sur les marchés, les vendeuses de poissons se sont regroupées en association. C'est ça qui nous a facilité la tâche, même de discuter avec les clients qui nous amènent les poissons, même pour diminuer les prix. C'est à travers notre organisation que tout est amélioré. Les vendeuses de poissons déplorent le fait qu'elles ne disposent pas des structures modernes de conservation du produit exposées à toutes les intempéries et à l'insalubrité. Néanmoins, elles sont optimistes au regard des efforts qui sont en train d'être déployés par les pouvoirs publics. De nos jours, des poissonneries modernes ont fait leur apparition. Ici, les prix sont bien fixés et les consommateurs s'y intéressent. Beaucoup de gens ont découvert ce coin. Tous les jours, on a beaucoup trop de la clientèle. Dans la promotion du secteur, les projets de développement de la pêche, Prodépêche, d'autres organisations et partenaires avec à leur tête le ministère du tutelle interviennent. Mais qu'est-ce qu'ils mènent concrètement comme action? Leurs réponses seront édifiantes. Hier, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques a livré les résultats des recherches aériennes et terrestres à la suite du massacre des éléphants dans les régions du Bagirmi et du Mayo-Kibi-Est. Notre reporter Grangacha Mirima revient sur l'importance de cette action menée par le gouvernement pour retrouver les braconniers qui ont causé des torts aux éléphants. C'est un spectacle désolant dans les régions du Chari-Bagirmi et du Mayo-Kibi-Est. Un massacre des éléphants qui ne laisse pas indifférents les éléments de la brigade mobile de contrôle des produits forestiers, fauniques et halieutiques. Avec la logistique aérienne et terrestre, la brigade mobile a multiplié les opérations. Résultat, 65 défenses d'éléphants saisis, 5 malfrats arrêtés, d'autres morts en tentant de prendre la fuite, et puis des armes et munitions retrouvées. Selon le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dounia Sandiman, les recherches se poursuivront et s'intensifieront pour traquer d'autres braconniers et leurs complices afin de mettre un terme à la recrudescence du massacre des éléphants. En attendant, les présumés coupables seront remis à la justice pour répondre de leurs exactions. Il y a un mois que d'autres braconniers avaient déjà été arrêtés par la brigade mobile de contrôle des produits forestiers, fauniques et halieutiques. Cérémonie de présentation de vœux ce matin au Conseil supérieur des affaires islamiques. Ce sont les leaders religieux chrétiens qui sont allés présenter leurs vœux à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak. Il s'agit de l'archevêque de N'Djamena et du secrétaire général de l'Emet, Innocent Kilayou. C'est au nom de toute la communauté chrétienne au Tchad que les deux leaders religieux sont venus présenter les vœux au président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Hissène Hassan Abakar. Ce sont respectivement l'archevêque Mathias Ngarteri, président du Conseil épiscopal du Tchad, et le secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, Souaïna Potifar, qui ont personnellement présenté les vœux de Eid al-Fitr al-Mubarak. Ce temps de Ramadan nous a vraiment apporté la paix, même si nous ne le sentons pas physiquement. Il a apporté la paix intérieure à beaucoup de musulmans. Et si beaucoup de musulmans et les chrétiens ont une paix intérieure, c'est la condition pour la paix dans le pays, c'est la condition pour la justice et c'est la condition pour la réconciliation que nous cherchons. Pour le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Hissène Hassan Abakar, ces gestes renforcent davantage la parfaite harmonie qui existe entre les chrétiens et les musulmans du Tchad. Un exemple idéal qui est salué dans toute la sous-région.
Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques a profité de cette présentation de vœux pour réaffirmer la volonté des 3 leaders religieux d'œuvrer pour la consolidation de la paix au Tchad. Chapitre religion, toujours, les musulmans des régions du Moyen Chari et du Sila ont célébré la fête de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak, une journée marquée par des grandes prières organisées dans le Barko et à Gozbeida. C'était en présence des gouverneurs des 2 régions. Souleymane Diabo. La grande prière de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak au chef-lieu de la région du Moyen Chari était dirigée par les vice-présidents du Conseil supérieur des affaires islamiques section de Barko. Cette grande prière a regroupé l'ensemble des fidèles de la ville de Sar. Le gouverneur de la région de Moyen Chari, Mohamed Mauloud Izzaddin, a pris part à cette prière. Dans son prêche, l'imam Mohamed Al-Habib a demandé aux fidèles de la ville de Sar de cultiver la solidarité et l'amour du prochain pour une parfaite cohabitation. Après la prière, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques section de Barko sont allés présenter leurs vœux au gouverneur. Le gouverneur a reconnu le rôle important des différentes confessions religieuses et les invite à garder cet élan pour l'édification de la nation tchadienne. La communauté musulmane de la ville de Gozbeida a également organisé une grande prière. Une prière dirigée par l'imam Al-Hajj Abdallah Mohammed. Cette prière de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak à Gozbeida est marquée par la présence du gouverneur de la région de Sila, Moussa Haroun Tirgo. Après la prière, c'est la présentation de vœux au gouverneur. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques section de Sila, Cheikh Ahmad Al-Bukhari Jiddi, a félicité le gouverneur Moussa Haroun Tirgo pour son engagement pour la restauration de la sécurité et de la paix dans la région. Le gouverneur de la région de Sila, Moussa Haroun Tirgo, a saisi l'opportunité pour inviter tous les chefs religieux à sensibiliser leurs fidèles contre la corruption et à privilégier la cohabitation pacifique. Amal Kher Ali, âgé de 30 ans, vient de donner naissance à un triplé, tous des garçons. C'était hier après-midi à l'hôpital de la mère et de l'enfant. La maman de ce triplé a subi une opération. Sa vie est hors de danger. Un reportage de Ahmad Yayabas. La vie bat son plein ici dans cette salle de l'hôpital de la mère et de l'enfant. Des triplés, tous des garçons bien portants, sont nés depuis hier. Ils sont sous les vigilants et émerveillés du personnel médical. Dans la salle de réanimation, on retrouve l'une des RS mamas du jour, Amal Kher Ali, la 30aine d'années. Elle a accouché par césarienne. Amal Kher Ali reçoit le traitement adéquat et les médecins rassurent les parents de son état de santé et celui de ses 3 garçons. Toute femme qui accouche, que ce soit par césarienne ou par voie normale, elle perd au moins un demi-litre de sang. Au maximum 750 cc, mais quand ça va aller, c'est trop. Donc si au départ elle n'a pas assez de sang et qu'elle saigne encore un demi-litre, donc forcément ça va tomber très bas, donc il faut rattraper le sang. En plus, si elle est opérée et qu'elle ne peut pas manger pour le moment, il faut au moins 3 jours qu'elle ait les gaz avant qu'elle ne mange. Dans ces cas, il faut compenser la perte sanguine. Le premier jumeau pèse 1600 grammes de premier. Avec Abgar 8 sur 10, c'est bon. C'est pas mal. Le deuxième jumeau est sorti avec 1400 grammes, Abgar 6 sur 10. Le troisième jumeau est sorti avec 1550 grammes, Abgar 8 sur 10. Ils sont tous bien. Omar Ousmane Ali, l'époux de Amal Kher, est titulaire d'une licence en gestion, mais sans emploi. Cette naissance est pour lui une bénédiction. En toute honnêteté, vraiment, je ressens la joie totale. Et je suis heureux d'avoir des enfants, quoi. Donc je suis très 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 content et je remercie le bon Dieu d'avoir donné l'autre à ma femme à ce qu'ils ont passé. Malheureusement, ça a été difficile. J'étais dans l'angoisse totale hier quand ils m'ont dit qu'ils vont opérer ma femme. Je ne savais pas. J'ai coulé des larmes. Les 3 garçons d'Oumar et Amal Kher sont assurés de recevoir l'amour et la protection parentale. Ce n'est pas le cas de cette petite fille abandonnée à la naissance. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Téléchat.